remercier de tout cœur, chaleureusement, toutes les personnes qui sont là. Lorsqu'on fête un anniversaire, ça fait toujours plaisir d'inviter des proches ou des amis, ou du moins des gens sympathiques, hein, quand on les connaît pas vraiment. Alors les 30 ans d'Erasmus sont tombés un vendredi 13, ça porte chance a priori, ça dure jusqu'à demain d'ailleurs. 30 ans pour Erasmus, il n'y a pas si longtemps, on fêtait les 30 ans de l'université également, hein, donc l'âge d'une certaine aisance, d'une certaine expérience, de la maturité. C'est pour dire tout simplement que le programme Erasmus à l'université de Corse, eh bien, ça fonctionne. Il a véritablement commencé en 2000, pour ce qui est de l'envoi d'étudiants en Corse vers la destination européenne, et c'est à partir de 2003, je crois, qu'on a commencé à en recevoir. Et depuis, eh bien, ça s'est installé dans la durée, dans l'efficacité. Émilie nous donnera souvent quelques petits chiffres. Si on doit vraiment se réjouir d'un fait international, d'un ancrage international à l'université, c'est en grande partie avec Erasmus. La plus belle preuve, c'est que très récemment, nous avons été officiellement félicités par l'Agence nationale Erasmus pour la gestion de nos programmes et de nos fonds, y compris eu égard au contenu des rapports que rendent les personnels qui partent en mobilité, ou les étudiants qui partent en mobilité ou qui viennent chez nous. J'ai parlé des personnels car il faut savoir que Erasmus, bien évidemment, c'est la mobilité étudiante, mais ça concerne aussi les personnels. Certains de nos collègues nous ont fait la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui, collègues ou personnel administratif également. Pour conclure cette brève présentation, je voudrais aussi rappeler qu'Erasmus, ce n'est pas que, je dirais, des dossiers à remplir, c'est aussi un esprit, un héritage. Erasmus, c'est un grand homme de l'histoire européenne. Il y a une petite affiche qui lui est consacrée ici. Et ce qu'on retient de lui souvent, c'est sa participation à ce qu'on appelait en ces temps de Renaissance la République des lettres, c'est-à-dire la connivence, la convergence et la cohérence des esprits universitaires, lettrés, ou des esprits tout simplement de tous ceux qui sont épris de culture et d'intercompréhension. J'ai pu évoquer cela avec certains de mes collègues de la péninsule italienne. Donc un esprit très ancien, très profondément enraciné en Europe, et dont les étudiants aujourd'hui sont les nouveaux ambassadeurs. Et je tiens à la remercier pour leur présence, ceux qui nous écoutent, et remercier ceux qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Je laisse brièvement peut-être la parole à Thierry, et puis ensuite chacun sera invité à se présenter. Merci à tous. Donc, moi, je suis le président du Club de la presse de la Corse, qui a été créé donc, au mois de mai dernier à Ajaccio et à Bastia, qui regroupe journalistes et communicants. Pierre-Paul Batteste, qui est le vice-président du club, il va nous dire tout de suite quelques petits mots de présentation donc, de notre association créée il y a quelques mois. Pierre-Paul. Bonjour à tous, on s'est déjà vu à quelques reprises les uns et les autres. Merci de nous accueillir. Alors le Club de la presse donc, a été lancé en mai de cette année, c'est tout nouveau. C'est un club qui est ouvert, donc tous ceux qui sont friands de communication, de médias ou de techniques reliées aux médias sont les bienvenus. Donc dans l'esprit des lettres, la presse, tout ce qui est évidemment écrit, bien entendu, a une importance primordiale. Comme vous le savez, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc ça, c'est important aussi de bien le gérer. Moi, je vais simplement vous dire que pour nous rencontrer, il suffit de taper media.corsica/CPC pour l'instant, c'est-à-dire Club Presse Corse. Et là, vous arrivez sur une page qui vous explique ce qu'on fait, les enjeux, les objectifs. Essentiellement tourné pour nous vers la Méditerranée et grâce à Thierry et aux nombreux déjà journalistes et communicants qui ont rejoint le club. Nous sommes pour l'instant 61 membres. Voilà. Donc bienvenue à vous tous et puis écoutez, là, en tout cas on est très heureux d'être corse aujourd'hui au milieu de tous ces drapeaux et de vos nationalités différentes. Merci. Je voudrais dire aussi qu'on a décidé de s'associer à cette manifestation aujourd'hui parce que nous en avions parlé à l'occasion d'une initiative d'un hommage qui était organisé par la Fondation, par la chaire Esprit méditerranéen. On
mois de juin dernier. Donc, on avait un petit peu déjà initié ce partenariat et nous y répondons avec beaucoup de plaisir parce que on pense qu'effectivement Erasmus c'est l'initiative européenne ou une des initiatives de l'Europe qui est aujourd'hui la mieux perçue, pas seulement par les étudiants mais également par les personnels des universités. Et c'est une organisation, c'est une initiative donc, qui a recueilli une très très forte adhésion et qui remporte encore un grand succès. Et nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est cette ouverture sur l'Europe, sur la Méditerranée. Et c'est à ce titre que nous avons soutenu et que nous avons souhaité participer donc, à votre initiative aujourd'hui. On vous en remercie. Tout à fait. Alors peut-être une phrase pour chaque participant, si vous voulez bien vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites, et ensuite nous lancerons la discussion. Alors on commence par Émilie. Bonjour, donc je m'appelle Simon. J'ai une double casquette de directrice administrative du service des relations internationales et concernant Erasmus, je suis la coordinatrice institutionnelle du programme de mobilité Erasmus au sein de l'Université de Corse. Donc, je travaille en partenariat dans le service avec Marie Sédio et mon autre collaboratrice Pauline Moineau et nous avons des missions assez précises concernant la gestion du programme. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, le programme Erasmus à l'Université de Corse, au terme de 17 ans de mise en place, parce qu'il a été mis en place, comme l'avait dit Mathieu Graziani, à partir de l'an 2000 pour les mobilités étudiantes sortantes, et bien aujourd'hui nous pouvons comptabiliser 566 mobilités étudiantes pour études et pour stages en 17 ans, donc nous en sommes très peu fiers. Ça fait aujourd'hui une moyenne à environ de 40 à 45 mobilités étudiantes sortantes par an. Concernant les mobilités entrantes, donc la présence de certains d'entre vous par ici, parmi nous plutôt, confirmera ces chiffres aussi. Au terme donc, de la mise en place du programme depuis 2003-2004, donc 3 ans après la mise en place pour la mobilité sortante, là on parle de la mobilité entrante, nous avons comptabilisé 285 mobilités étudiantes entrantes. Donc ça nous fait à peu près une moyenne de 20 mobilités par an. Voilà. Donc, il y a un autre volet aussi du programme, Pauline Moineau vous en reparlera plus longuement, qui est moins connu par les médias, on en parle moins, mais il est bel et bien existant. C'est la mobilité d'enseignement et de formation proposée au personnel enseignant et administratif qui travaille dans l'enseignement supérieur. Donc, ce volet-là a été mis en place pareil en 2003-2004 chez nous à l'université. Au niveau de la mobilité sortante, nous avons comptabilisé 78 mobilités d'enseignement et de formation et 95 mobilités d'enseignement et de formation entrantes. Voilà. Quelques derniers petits chiffres. En 2017, le programme Erasmus à l'Université de Corse représente 136 partenariats avec 77 universités partenaires dans 18 pays européens, parmi lesquels, malgré tout, de grosses pointures, si je puis dire, comme la Sapienza di Rome ou Polytechnique Bucarest, ou l'université de Pise encore. Donc ça signifie que notre université de Corse à taille humaine, qui comptabilise 4600 étudiants, est en capacité de traiter avec ce qu'on peut appeler des géants quelque part et des références en Europe. Voilà, je passerai le relais. Donc je m'appelle Marie Célio, je travaille depuis 2009 maintenant au service des relations internationales. Je suis en charge de la gestion administrative et financière de la mobilité étudiante en 35 ans. Bonjour, je suis Claude Totte, je suis maître de conférence en économie. Je suis sarde, je suis arrivé ici en 2015. Bonjour, donc moi c'est Yohan Jazé, fraîchement diplômé de Master Marketing, actuellement étudiant entrepreneur avec Pépite. J'ai fait un stage en Erasmus et une année d'échange en Erasmus, les deux au Royaume-Uni. Et je suis depuis peu le nouveau trésorier de l'association SN Corse. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Michel Swinsky, donc actuellement
Je suis étudiant à l'Université de Corse. J'ai suivi mes cours depuis 2005, mais ça fait déjà quelques années quand même, et où j'ai fait l'ensemble de mon parcours universitaire. Actuellement, je suis avocat-interprète et aussi vacataire, donc je suis chargé d'enseignement. Et au niveau au-delà du fait que, arrivant d'un pays étranger, de la Pologne en l'occurrence, je peux accomplir mes études à l'Université de Corse, j'ai bénéficié de 2 projets Erasmus Plus enseignants qui se sont déroulés pour le premier à Malte et pour le deuxième à Madère au Portugal, donc qui était très intéressant. Donc si vous souhaitez, je peux vous en toucher un mot. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Franck Lucian, je suis étudiant à l'Université de Corse depuis 6 ans déjà. Et l'année dernière, j'ai pu participer au programme Erasmus grâce à des personnes comme Marie Célio ou Éric Simon. Ou encore Madame Firologne, et ça m'a donné l'occasion donc de partir en Irlande du Nord, et ça a été une très belle expérience, et ça m'a donné quand même une certaine ouverture. Voilà. Anita. Oui. Bonjour, je m'appelle Copine Skanta, je suis hongroise, je viens de Hongrie. J'étudie ici tourisme et hôtellerie, et c'est ma dernière année à l'université. Bonjour, moi je m'appelle Maka, je suis étudiant à Erasmus d'Espagne et je fais licence en droit ici, c'est ma dernière année aussi en Espagne. Alors je suis Alessandra D'Antogne, je suis chargée de cours en filière d'italien. J'ai effectué quelques Erasmus enseignants et je voulais en profiter pour vraiment féliciter le service des relations internationales, Pauline Moineau, Marie Célio, Émilie Simon et le président Mathieu Graziani, parce que sans eux, la logistique n'est pas très très difficile, mais elle demande quand même de connaître les différentes démarches à suivre, et donc elles ont été très aidantes. Les déplacements Erasmus enseignants formidables, très importants pour ce qui est des échanges de pratiques, pour donner quelques cours à l'étranger, rencontrer donc des étudiants à l'étranger, chercher des partenariats. C'est vraiment une dynamique formidable et une possibilité de rencontre et d'ouverture qui nous est donnée vraiment incontournable. Donc en tant qu'enseignante, vraiment, merci. Bonjour, je suis Marc-André Apéro, président actuel de l'association ESN Corsica. J'ai eu également, un peu comme Johan et les jeunes filles ici, l'occasion de partir à l'étranger plusieurs années grâce au super travail du SRI qu'on souligne à l'université qui nous a permis ça. Et j'ai décidé d'utiliser mon expérience au retour pour fonder en fait l'association Erasmus de Corse, et on a obtenu depuis 2 ans le label ESN Corsica. C'est très très valorisant pour vous et pour l'université. C'est un manque que tu as su combler, et nous t'en félicitons. C'est d'accord, parce que j'avais depuis des années. ESN. Voilà. Sur l'estampillé. Alors, Fabienne Père, voilà. Moi, je travaille au centre de certification, je travaille pour les langues, et j'ai demandé une mobilité de formation professionnelle. Je suis allé en Angleterre, à Newcastle, pour voir un fameux centre de langue, pour nous inspirer des méthodes de travail. Et c'était sur une semaine, et c'est vraiment enrichissant, c'est vrai, de voir comment les autres travaillent, de voir, c'était un endroit plus développé que le nôtre, bien sûr, puisqu'il n'existe pas encore. C'était pas une visite. C'était un vieux centre qui fonctionne depuis 15 ans, donc qui est très bien rodé, et c'est vrai que c'est très enrichissant de rencontrer les personnes extérieures. Pauline Moineau nous a rejoint. Quelques mots, Pauline. Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Pauline Moineau, et donc je suis en charge de la mobilité, charge de la gestion administrative des mobilités du personnel dans le cadre de l'Erasmus. Mobilité entrante et mobilité sortante. Alors pour commencer un peu cette table ronde, c'est une causerie si vous voulez, mais je vais solliciter Claudio qui a quelques contraintes horaires. Donc on commencera par toi si tu veux bien. Alors, tout simplement, Erasmus a joué un rôle apparemment important dans ta vie, puisque te voilà membre de la
famille de l'université de Corse. Est-ce que tu t'y attendais? Avec le recul de ces quelques années, comment tu vois ta situation ici par rapport à ton statut d'ancien Erasmus? Bon, en fait, c'est bizarre parce que c'est la première fois que je suis en Corse, c'était juste pour le concours. J'ai fait la première concours de maître de conférence, c'était mai 2015. Et j'ai fait ici une semaine et j'ai compris à l'époque un peu, j'ai aucune idée, c'est la frustration, la possibilité de gagner par les concours, mais j'ai voulu, je me suis déjà fait un peu une idée que vivre ici c'était un peu, comment je peux dire, c'était bien. C'était un peu comme vivre en Sardaigne. Oui, tu es notre voisin. Hein. Oui, c'est ça. Et après, quand on a notifié le résultat, j'étais super content. J'ai pu dire, bon, c'est mon 3e année ici et c'est un peu comme la famille. Le fait d'avoir un groupe de collègues sessionnels et après un peu la communauté ici, mais c'était comme j'ai vu toute ma vie ici, c'est génial. Et en plus, j'ai eu la possibilité d'utiliser les programmes Erasmus pour revenir enfin en Sardaigne. C'est un peu bizarre, mais entrer comme étranger, bon, c'est trop peut-être. Mais le système Erasmus, ce sont des politiques géniales pour améliorer la communication entre l'université, la possibilité de regarder d'autres méthodologies pédagogiques, construire des réseaux, surtout pour les îles, ça devient la Corse, c'est fondamental, avoir la possibilité de construire en fait des réseaux. Et par exemple, avec Sassari et avec Pisa aussi, il y a tout un travail pour construire un double degré entre le master d'économie de Corte et le master d'économie à Sassari et Pisa. Et je peux dire que les perspectives Erasmus, c'est la possibilité pour voir un peu comment structurer la pédagogie, pour voir un peu comment structurer la formation. Et donc, je crois que Erasmus avec Schengen, la monnaie unique et Ryanair sont les 4 choses qui ont unifié peut-être l'Europe. On peut parler déjà de génération Erasmus, je crois, pour les étudiants. C'est bien, c'est belle l'anniversaire. Oui, l'expression consacrée aujourd'hui indique que Erasmus c'est assez démocratisé. C'est vrai que même pour les gens qui n'ont aucun rapport direct avec l'université, dans la société, cette expression est très répandue aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'échelle corse, notamment pour toi, particulièrement qui est notre voisin naturel, eh bien, tu t'es naturellement rendu en Corse, tu y vis, tu y travailles, et comme tu disais, paradoxalement, c'est grâce à Erasmus que parfois tu rentres en Sardaigne. Ouais. Voilà, j'aurais peut-être deux questions pour lancer un petit peu pour relancer plutôt la discussion. Tout d'abord, par rapport à ce que nous disait Émilie tout à l'heure en préambule, par rapport aux partenariats qui ont été établis avec de nombreuses universités. Je voulais savoir tout d'abord un petit peu comment justement ces liens avec les autres universités, ces passerelles, comment elles s'établissaient concrètement. Et puis après, une question pour celles et ceux qui ont déjà participé donc à ce programme Erasmus, soit en étant accueillis ici à l'Université de Corse, ou ceux qui ont participé à ce programme en partant dans des universités européennes. Je voulais savoir si, parce que c'est souvent cité en exemple comme quelque chose qui freine un petit peu, je dirais, les vocations à ce niveau-là, c'est la fameuse barrière de la langue. Et donc voilà, je voulais savoir un petit peu quels étaient les avis des uns et des autres par rapport à ça. Mais pour commencer, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment vous avez pu tisser ces liens avec les autres universités. Alors, l'avantage de la passation de partenariat Erasmus, c'est qu'elle est assez souple. Je m'explique. Pour ma part, je suis donc coordinatrice institutionnelle. Ce qui veut dire quoi? C'est que, en fin de compte, je me charge de la rédaction administrative des accords bilatéraux.
Ça, c'est la fin du process, si je puis dire, le préambule de la mobilité des personnes. Cette passation-là, comment est-ce qu'elle arrive à moi? En fait, soit j'ai des demandes qui me parviennent directement d'autres coordinateurs institutionnels Erasmus qui, dans le cadre de leur politique d'ouverture à l'international, ont identifié l'Université de Corse comme un partenaire potentiel, soit, et je pense que c'est la majorité des cas, nous passons par les contacts des enseignants qui, à un moment donné, sont partis à l'international dans le cadre, par exemple, de colloques ou dans le cadre de projets de recherche, qui, à un moment donné, ont tissé des liens et essaieront de faire certainement un lien entre la recherche et la formation. Donc, dans ce cas-là, eh bien, ils viennent me voir, nous discutons. Je discute toujours avec eux parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. J'ai des coordinateurs pédagogiques Erasmus dans toutes les composantes. Et depuis 2012, je rattache tout partenariat Erasmus à des diplômes précis. De manière à ce que, si vous voulez, ce soit bien lisible et que l'on sache vraiment quel diplôme et quel niveau de diplôme sont concernés par les partenariats Erasmus en question. Voilà. Donc, ce sont les deux plus grandes façons, si vous voulez, de mettre en place des partenariats Erasmus. La plus grande difficulté, peut-être que j'anticipe un peu, mais c'est la passation de partenariats Erasmus avec les pays anglo-saxons, qui pourtant font partie des destinations les plus privilégiées. Sauf qu'avec le Brexit, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Mais bon, je pense que ça va continuer. Ce qui a été passé, parce que nous en avons avec le Royaume-Uni, ce qui a été passé jusqu'en 2020 reste valable jusqu'en 2020. Nous avons reçu des directives de l'Agence nationale de Erasmus sur ce sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc après, en ce qui concerne, parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'aspect financier de l'organisation de ces déplacements. Avec les bourses, avec les étudiants, les questionnements des étudiants, avec les difficultés des étudiants, c'est aussi, on parlera tout à l'heure de la langue, mais l'aspect financier, il est important. Alors peut-être, Marie, Pauline, vous avez peut-être quelques indications à nous donner par rapport à ces craintes des étudiants qui se disent, ben voilà, moi, je n'ai pas les possibilités de partir 6 mois à l'étranger parce que j'en ai pas les moyens, alors qu'il y a des aides véritablement spécifiques pour ça. C'est vrai que beaucoup d'étudiants viennent nous voir pour des informations et ils sont un peu réticents parce qu'ils se disent que ça revient cher. Et donc du coup on leur explique qu'ils ont droit à une bourse de mobilité, donc c'est 400 € par mois, plus une allocation de départ qui est versée pour aider justement aux frais de voyage. Donc selon l'éloignement, ça va de 400 à 1600 €. En plus, ils peuvent bénéficier de la bourse Erasmus. Pareil, selon la destination, c'est entre 180 € et 230 € par mois. Et s'ils sont boursiers sur critères sociaux du coup, ils conservent leur bourse. Donc du coup, après avoir eu toutes ces informations, ils se rendent compte que quand même ils sont assez aidés et ils envisagent vraiment leur projet. Et sur un cursus universitaire, quelles sont les possibilités de partir plusieurs fois dans le cadre du programme Erasmus? Est-ce qu'il y a je dirais, des contraintes par rapport à ça? Donc il y a un séjour d'études qui peut être effectué au niveau licence et un séjour au niveau master. Ce qui est plus volontaire par rapport à l'ancien programme qui s'appelle d'ailleurs maintenant Erasmus+. Voilà. C'est 12 mois par cycle. C'est ça. Ça peut même être un séjour d'études, un séjour de stage Erasmus. Ah, tu peux faire un cumul. Mais c'est vraiment une nouveauté parce que durant la précédente période de programmation, on pouvait partir qu'une seule fois durant la durée totale sur le cursus, tout à fait. Tu veux partir 6 mois l'année ou 6 mois l'autre année en licence? Alors par rapport à ce problème de la langue, enfin, c'est un problème, je pense que c'est plutôt le contraire, parce que de partir justement, c'est d'être en immersion et de pouvoir justement acquérir un plus par rapport à l'apprentissage de la langue. Est-ce que les uns les autres, vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience à ce niveau-là? Alors peut-être vous qui étiez assez loin. Pour ma part, franchement, j'ai gardé un très bon souvenir de mon séjour Erasmus. Comme je disais, j'ai passé un an donc en Irlande du Nord.
Et alors c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien aidé. Hein. Comme elle en parlait, on bénéficie donc d'une bourse Erasmus qui se cumule avec la bourse Crous. Plus si on se débrouille bien, on peut gratter une ou deux aides à côté. C'est l'allocation départ, si je me souviens du nom. Et après, je sais pas, peut-être qu'on va évoquer les montants à peu près. Il y en a peut-être certains que ça peut intéresser. Alors sur l'année, la bourse Erasmus, ça représente autour de 2400 €, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. J'étais parti pour une année entière. Après, pour 6 mois, j'imagine que ça doit être divisé par 2 du coup. Après, il faut voir que pour nous, en tant qu'étudiants en Corse, c'est quand même plus avantageux, je trouve, de partir sur une année. Parce qu'au niveau de l'organisation, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'il faut voir que chez nous, souvent, les bails fonctionnent à l'année. Donc, si on veut éviter d'avoir à louer un appartement, par exemple, sur un an, alors qu'on part 6 mois, c'est quand même plus intéressant au niveau administratif et économique donc de partir une année. Surtout que si on arrive dans des pays comme ça, qui sont très ouverts, on rencontre quand même des cultures qui sont assez différentes, mais avec... Pardon, j'ai peut-être... Non, la question c'était sur le... C'est bien, c'est très intéressant ce que vous avez dit dans le prolongement de ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, mais par rapport à cette fameuse barrière de la langue... Ah, la barrière de la langue. Excusez-moi, j'ai digressé. C'est pas Excusez-moi. grave. Au niveau de la barrière... Non, mais il y a beaucoup d'étudiants, c'est vrai, qui se disent je ne maîtrise pas assez bien l'anglais ou je ne maîtrise pas assez bien l'italien ou l'espagnol pour pouvoir partir dans une université étrangère. Est-ce que c'était votre cas ou est-ce que vous parliez déjà bien anglais et ou est-ce que c'est quelque chose qui est rentré en ligne de compte lorsque vous avez pris cette décision de partir étudier là-bas? Alors pour ma part, j'avais un niveau B2 en anglais lorsque je suis parti. Je pensais que ça me suffirait pour m'adapter très vite, mais au final, quand on arrive sur le terrain, surtout dans des pays où, comme ça, ils ont vraiment leurs accents eux, c'est un peu comme en France, les accents bretons, corse, basque. Là-bas, par exemple, en Irlande du Nord, c'est des gens qui parlent par exemple assez vite, avec un petit accent à eux, leurs petites... Je perds mes mots. Enfin bref, c'est un accent assez particulier, mais bon, je dirais qu'au bout de 2 mois, après, je m'y suis fait et je n'avais plus aucun problème à les comprendre. Mais c'est sûr que quand on part d'un pays... Il y a quand même une période d'adaptation. Il y a quand même une période d'adaptation. Qui n'est pas facile. Voilà, mais pour ma part, je l'ai surmonté assez rapidement, donc j'imagine que... Par rapport à cet aspect des choses aussi. Après un niveau B2, je pense que c'est recommandé pour quand on veut partir un minimum. Peut-être d'autres témoignages par rapport justement, je veux bien rebondir sur ça, c'est intéressant, mais je pense que ça fait partie du jeu. Et c'est vraiment, moi quelque part, de la différente mobilité, ce qui m'a poussé à aller, le fait de ne pas connaître la langue et de me dire, bon, j'ai pas le choix, je vais l'apprendre. On apprend, on se force, on apprend plus vite. Et ça fait partie du jeu en fait. C'est vraiment une des motivations principales, la langue, d'y aller pour la langue. Mais pour suivre les cours là-bas quand on arrive et que justement on ne la maîtrise pas bien, est-ce que là il y a quand même une difficulté? Est-ce que vous êtes aidé? Comment ça se passe lorsque vous êtes avec les enseignants et qu'effectivement il y a quand même cette difficulté? J'ai eu la chance de bénéficier du réseau ESF partout où je suis allé, ce qui nous a poussé donc, à créer cette association ici. Éventuellement, si on ne comprenait pas les cours, on marquait des brouillons, puis on se faisait aider, puis on cherchait dans le dictionnaire, ça nous pousse à travailler un peu plus. Et je pense que c'est très positif. Donc ça ne doit pas être une barrière pour les étudiants qui doivent... Alors peut-être qu'une chose qui est importante, ce ne sont pas vraiment des séjours linguistiques. C'est-à-dire que la langue, l'apprentissage de la langue est bien sûr un plus, un moteur, mais il s'agit vraiment d'une immersion dans une université. Et donc, l'étudiant qui demande un séjour Erasmus doit établir un plan d'études qui doit être validé par le responsable de la filière de l'université dont il dépend. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une correspondance entre les enseignements qu'il va suivre dans l'université à l'étranger et son université de départ pour qu'il y ait une validation au niveau des diplômes. Un étudiant qui part en Italie alors qu'il est inscrit en licence d'italien ici doit quand même suivre des enseignements qui se rapprochent. Évidemment, ne va pas être si sévère de dire non, ce cursus ne va pas, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Ensuite, lorsque nous enseignons, nous recevons des étudiants Erasmus, nous avons bien sûr une certaine indulgence parce que ce sont des jeunes qui sont confrontés à tellement de choses différentes.
qu'il faut bien sûr une souplesse, une aide. Et puis il y a des cours de français ici pour les étudiants, pour les accompagner, des cours d'italien pour nos étudiants qui partent en Italie. Donc vraiment c'est très intéressant, très structuré, mais on ne peut pas partir tout de même sans connaissance de la langue, absolument pas. D'ailleurs, à ce propos, Marie, voilà, je pense qu'il y a des choses à ajouter là-dessus. Donc le nouveau programme Erasmus+, à ce propos, a créé la plateforme OLF, une plateforme linguistique. Chaque étudiant qui part en séjour Erasmus, maintenant, doit faire un test en ligne. Donc il a un niveau en langue, mais ça ne conditionne pas son départ. C'est pour lui donner une idée de son niveau. Tout au long de l'année, il y a des cours qui lui sont proposés en ligne. Et à la fin de son séjour, il passe aussi un test en ligne. Ça lui permet de voir son niveau, voir s'il s'est amélioré. Et toute l'année, voilà, des cours en ligne sont proposés. Et en général, comme on le fait nous ici, des cours de langue sont proposés par les universités pour les étudiants Erasmus qui arrivent. Moi, je pense que ce serait intéressant peut-être d'avoir un petit peu le sentiment des deux étudiantes qui nous arrivent de deux pays, voilà, de Hongrie et d'Espagne, pour avoir un petit peu leur sentiment par rapport à leur intégration ici à Corté, savoir un petit peu comment ça se passe, comment elles ont été accueillies et puis comment se passent vos études et tout. Vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être? C'est intéressant de le savoir, de le connaître. Allez-y. Bon, moi... Bon, au début, franchement, c'était pas bon, mais après... À l'arrivée, a été difficile un petit peu. C'était un peu difficile, mais... Ouais. À cause de quoi c'était difficile Parce que bon, c'était la première fois que vous arriviez en Corse, l'éloignement, tout ça. C'était la première fois, j'étais seule, mais ça va m'était là. Et... Vous avez rencontré ESN. Hein? Ça a changé votre vie, ESN. Oui, bon, mais maintenant, franchement, ça va très bien, je pars en cours. Franchement, moi, comme je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis venue en Espagne avec fin 2000, ça fait déjà 17 ans. J'avais retenu un peu le français. Vous étiez déjà... Oui, après au lycée, je faisais le français. Et ça m'a permis d'avoir un peu de niveau de français et m'adapter un peu plus vite. Et je me débrouille quand même quand je parle en français. Vous n'avez pas de difficultés pour suivre les cours ou vous vous faites aider par rapport à ça? Non, j'ai des difficultés par rapport à prendre des notes. Parce que comme c'est une autre langue, quand je prends les notes avec l'ordinateur, et souvent, comme c'est une chose technique, surtout en droit, pour prendre des notes, je réfléchis comme je dois écrire ce mot, et après les cours, je vois que c'est tout rouge. Est-ce que vous suivez des cours de français langue étrangère qu'on propose aux étudiants Erasmus ici? Oui, voilà. Donc ça fait quand même un support, si je puis dire. On fait ça tous les mercredis. C'est nombreux cette année, plus ou moins. Et Anita qui vient de Hongrie, vous pouvez nous parler de votre expérience aussi? Je peux dire que je me suis bien intégrée ici avec des Espagnols et avec des étudiants Erasmus et avec des étudiants étrangers. Donc, franchement, mon arrivée n'était pas si bonne parce que je ne suis jamais été seule. Donc, c'était la première fois que je suis partie de Hongrie pour longtemps. Et c'était un peu difficile d'être seule, toute seule dans ma chambre. Mais après, c'était tout bien. J'ai commencé mes cours et j'ai fait des connaissances et voilà. Vous êtes la seule hongroise à être ici Non, il y a une autre fille hongroise, mais elle étudie à Luxembourg. D'accord. Je peux continuer des questions parce que je pense que c'est intéressant par rapport à la création de l'association qui est en quelque sorte un réseau. Alors c'est un réseau européen et ici vous faites le lien justement, vous accueillez pas seulement les étudiants mais aussi les enseignants qui viennent d'accorder. Deux missions principales qui sont, on va dire, l'accueil des étudiants Erasmus, leur faire visiter la Corse. Et la seconde mission, c'est axer sur les étudiants de l'Université de Corse qui voudraient partir. Leur expliquer tout ce qu'expliquait Marie avant, toutes les possibilités.
Donc voilà, on essaie d'être avec eux chaque jour pour les aider, que ce soit administrativement, socialement, pour parler avec eux, pour les intégrer au maximum. Et puis en fait, grâce à les différents échanges, les échanges de langue qu'on fait, ils rencontrent des gens, et là, leur année commence. C'est pour ça qu'au début, ils se disent, bon, je suis un peu seul, puis après 1, 2 semaines, 3 semaines, ils connaissent des gens et tout va mieux. D'accord. Et est-ce qu'il y a des étudiants de l'université ici qui sont intéressés par cette démarche, par ce programme Erasmus, et plutôt que d'aller frapper à la porte, je dirais, du service administratif, ils viennent d'abord vous voir, je ne sais pas, parce qu'il y a des liens comme ça qui sont noués entre étudiants, c'est plus simple de voir. Et vous faites le lien ensuite avec c'est ça. En fait, on a créé une page Facebook, et on ne s'y attendait pas, mais on commence à avoir beaucoup de succès sur la page Facebook, beaucoup de likes, et des gens qui viennent directement, c'est plus simple, c'est moins formel, on a le même âge. Il y a des photos, il y a des photos du soirée. Il y a des photos, voilà. Je commence à m'interroger pas mal sur cette question, c'est pas évident. Voilà, du coup, ils se disent, bon, les jeunes, là, je vais leur parler, on se tutoie directement. La plupart du temps, dans 95% des cas, dans l'endroit dans lequel ils veulent aller, soit un de nous y a été dans l'association, soit on a un ami qui a été, soit on trouve un contact dans les 10 minutes. Donc ça les rassure et ensuite ils vont voir les parties administratives avec les professionnels. Je pourrais peut-être dire un mot, Marc-André, sur le body system ESN. Oui. Voilà, parce que du coup, ça répond. Ça ne parle pas. Oui, body system, du coup, on peut quelque chose. Donc, body system, comme aux États-Unis, un système de potes, de programme, c'est très important. Et ça a été ouvert cette année. Potes, hein, voilà, tout ça, je suis en train de dire oui, vous pouvez dire. C'était hier soir. Le buddy system, concrètement, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a une plateforme en ligne dans laquelle tous les étudiants de l'université peuvent être le tuteur, si je puis dire, d'un étudiant, pas nécessairement étranger, mais d'un étudiant, par exemple, qui vient continental, qui vient de Marseille, il pourrait soit lui être le tuteur de quelqu'un, soit recevoir de l'aide d'un étudiant ici. Donc, on rentre sur la plateforme, il y a une demande, des gens qui rentrent, bonjour, j'aimerais être le tuteur d'aider quelqu'un, connaître les Erasmus, connaître les étudiants étrangers. Et voilà, ça passe pas comme ça, c'est pas trop. C'est ça. Juste préciser que c'est intéressant de voir à quel point ces process d'implication spontanée des étudiants peuvent être formalisés et en même temps faire écho à ce qu'on essaie souvent de mettre en avant à l'université de Corse, c'est la petite taille, mais la proximité, un mode de sociabilité particulier qui permet de résoudre certains problèmes ou d'ordre personnel vraiment plus rapide et plus efficace que n'ont pas forcément les grosses structures et qui trouve justement un parallèle vraiment intéressant dans ce genre de dispositif. Et comme quoi les petites sociétés insulaires peuvent aussi inventer ou réinventer des éléments d'intercompréhension et d'entraîne modernes. Moi, si je pourrais vous poser une question, justement à vous. Oui. Alors moi, si vous voulez, sur ça, des quelques années d'expérience, parce que si vous voulez... Après, je vous pose une question. Tout à fait. Depuis la première année, ça veut dire depuis 2005, je n'étais pas Erasmus ici, mais par contre, effectivement, je m'occupais un tout petit peu de l'aide si vous voulez, des participations à la vie des Erasmus à Corté à l'année, et donc week-end quand c'est relativement vide et que les étudiants corses ne sont pas là. Alors, première observation, c'est que justement la petite taille de l'université fait que lorsqu'il y a une vingtaine d'étudiants Erasmus, mais qui viennent de plusieurs pays de l'Union européenne, on se rend compte tout simplement que des liens qui normalement ne peuvent pas se créer, comme par exemple, ou alors sont difficiles à créer entre les Allemands, les Danois, les Polonais et les Roumains, là en fait tout le monde est ensemble. Et donc c'est effectivement extrêmement intéressant. Et je remarque tout simplement que malgré le fait qu'on soit, Corté c'est une petite ville, et à un moment donné, les étudiants habitués à des grandes villes, ils disent à un moment donné, on veut revenir dans les grandes villes. Mais 3-4 années plus tard, ils reviennent me voir, moi qui restais ici, ils disent Michel, c'était bien la Corse. Et systématiquement, ça revient. Et vraiment, ce sont des liens qui sont très forts.
Je vois, je connais 2 couples qui se sont carrément mariés. Hein. Voilà. Donc, c'était une Polonaise, un Allemand, une Espagnole et un Corse. Donc, c'est des couples mariés qui vivent aujourd'hui ensemble, qui se sont connus ici dans le cadre d'Erasmus. Et je connais des amitiés franches qui durent des années et qui sont nées lors de ces échanges ici. Et je connais pas mal, vous dire, bon là pour le coup c'est pas une Erasmus, mais je connais une Québécoise qui faisait partie du programme Capuc venu ici. Et du coup un jour où j'avais la possibilité de venir à Québec, elle m'a dit bien sûr viens chez moi, il n'y a pas de problème. Elle a caché ses clés dans le barbecue à la toit de sa maison. Elle m'a dit tu prends la clé, tu viens, tu fais comme chez toi. Donc ça veut dire que quand même ce sont des liens extrêmement personnels, extrêmement fort, donc qui s'est créé. Dans l'Erasmus, je pense plus en Corse qu'ailleurs parce que justement cette proximité fait que les liens de confiance s'est créé. Dans les autres universités, j'ai l'impression que quand même, bon, les Espagnols vont rester avec les Espagnols, les Portugais avec les Portugais, les Italiens aussi. Donc en fait, il n'y a pas ça à l'université de Corse et c'est tant mieux. Moi, je voulais poser une question, deux questions, une à vous-même et puis après une question à Mathieu. Je voulais savoir par rapport à, puisque maintenant vous êtes avocat à Ajaccio, est-ce que le fait de partir dans le cadre d'Erasmus a eu également une importance au-delà des études, du cursus que vous avez suivi? Est-ce que ça a eu une importance par rapport à la profession que vous exercez aujourd'hui, par rapport à la professionnalisation justement? Est-ce que ça crée aussi des déclics? Est-ce que ça peut avoir une importance par rapport au métier futur, par rapport au contact qu'on peut établir sur place, et puis peut-être même l'envie d'aller travailler dans le pays dans lequel vous avez pu passer plusieurs mois? Est-ce que ça a une importance aussi? Alors, ce ne sont pas des pays dans lesquels, alors à part mon pays d'origine où j'ai passé plusieurs années, dans mon cadre, c'était des Erasmus+, donc des séjours de 2 semaines. Et pourtant, vous ne pouvez pas imaginer l'importance, l'impact que ça a eu sur un plan professionnel. Donc, premier exemple, Malte. Système juridique maltais extrêmement intéressant. Basé à moitié sur Commonwealth, mais avec quand même un code civil qui est présent, alors que Napoléon est resté à Malte pas très longtemps, mais le code civil est quand même resté. Et extrêmement intéressant, j'ai pu échanger avec les professeurs avec qui je garde les liens. J'ai pu aider dans la rédaction d'un mémoire de Master 2 d'un étudiant maltais qui est venu exprès me contacter. Et donc, c'est moi en fait qui en tiré bénéfice parce que j'ai vu un tout petit peu les systèmes notamment de droit maritime, de droit commercial présent là-bas qui est extrêmement intéressant, de propriété intellectuelle aussi. En ce qui concerne ma deuxième visite à Madère, pas plus tard que semaine dernière, j'ai eu à plaider un dossier sur les risques d'accident de travail dans le BTP et pour appuyer mon argumentation juridique, qui a d'ailleurs été heureuse puisque mon client était relaxé, je me suis appuyé ni plus ni moins sur l'exemple de ce que j'ai vu au niveau des travails des BTP à Madère. Donc ce sont des choses absolument incroyables et qui nous servent, mais d'une manière générale, l'ouverture, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément autrement. Mais Erasmus, de toute manière, le fait de non seulement de partir dans un pays, rester dans un hôtel et avec si vous voulez, la participation touristique, déjà ça c'est intéressant, mais le fait d'être dans Erasmus, ça veut dire participer aux cours, échanger avec les enseignants, échanger avec les responsables locaux et de voir comment les choses se passent, surtout sur le territoire insulaire. Moi je me suis toujours basé sur ça, Madère et Malte, c'est le territoire insulaire, et des îles plus petites que la Corse, mais de taille, si vous voulez, et population qui est quand même semblable. Et ça m'a énormément servi, exactement. Ouais. Et de même, dans le cadre d'enseignement, surtout à Malte, je peux tirer pas mal de bons exemples et de bonnes pratiques concernant l'enseignement. Donc j'en suis ravi. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en écoutant tous ces témoignages et tout ce que vous avez indiqué en préambule tout à l'heure, c'est que le succès d'Erasmus en Corse vient, je dirais, contrarier une idée reçue selon laquelle l'université de Corse est une université repliée sur elle-même et qui n'est pas ouverte sur l'extérieur, sur l'Europe et sur la Méditerranée. Je pense qu'effectivement c'est une idée reçue qu'il faut absolument balayer. Au-delà de ce constat, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de la communauté universitaire et au sein de la communauté étudiante, c'est une idée qui est de plus en plus répandue, c'est-à-dire ce besoin de s'ouvrir pour rester
stages pour le programme Erasmus, ou est-ce que ça reste centré sur certains cycles, sur certaines études, sur certains étudiants qui suivent certains cycles et pas sur d'autres, qui sont plus réticents, je dirais. Alors, il est difficile de contester que les étudiants ayant la plus forte appétence pour l'ailleurs, c'est effectivement les étudiants, merci à quelques chiffres, des filières notamment de langue, à la flash, la faculté des lettres, langue, art, sciences sociales, etc. Souvent en licence, à partir de la deuxième année, il y a une certaine liberté, plus de liberté je dirais dans ces années-là que un peu la spécialisation du master, et c'est pas une banalité de le dire. En revanche, depuis quelques années, notamment dans des filières un peu spécialisées ou de pointe, comme on dit, donc davantage en sciences dites exactes, on constate des besoins sur des destinations plus précises. Alors comme on évoquait tout à l'heure, Polytech Bucarest, qui est en relation très étroite avec une autre école d'ingénieur Polytech, ou des filières comme l'UT qui sont parfois davantage confrontées à des besoins de stage que de séjour pédagogique, mais qui voient se développer dans leur plan de formation des besoins assez importants. Et jusqu'à présent, on est dans une phase opérationnelle où il est à peu près faisable de faire bouger tout le monde. Si nous restons sur cette trajectoire, on sera peut-être amené à avoir une demande supérieure à notre offre. Et de manière générale, ce que disait Micha sur le besoin de voir ailleurs pour mieux se connaître, c'est d'une certaine façon ce qu'on essaie de manière fondamentale d'apprendre aux étudiants, c'est la prise de distance avec soi-même, c'est s'excentrer, c'est le principe de la science. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de nous, c'est l'inverse, mais pour cela, il faut s'excentrer et faire l'expérience de l'ailleurs. Il semble que, à la fois au niveau de la réalisation de SN, de l'augmentation des demandes en mobilité, que chez les personnels, que ce soit enseignants administratifs, ce désir de découvrir les expériences des autres universités au niveau de l'enseignement et des administrations, qu'on constate enfin peut-être ce basculement. C'est peut-être la symbolique de la génération, on a franchi les 30 ans d'université, et la nouvelle génération, eh bien, elle est beaucoup plus à l'aise avec le fait international. Parce que, il faut quand même prendre en compte le fait aussi que il y a beaucoup d'étudiants qui sont apportés pour leurs études. Comment voilà, quand on a fini les comptes en janvier, en général, on arrive à peu près à ça. De plus en plus. Et certains restent à côté parce que parfois ils ne veulent pas partir d'ailleurs, ils ne veulent pas partir dans d'autres universités du continent, à partir du moment en plus où les filières qui les intéressent sont présentes à Corté, ça c'est une très bonne chose. Mais est-ce que par rapport à ce sentiment, il y a un développement de cette volonté quand même de partir justement seulement 6 mois, ou moins que ça même, dans une université étrangère, malgré le fait que leur principal désir c'est de rester étudier et ensuite vivre et travailler en Corse. Alors, Marie pourra peut-être bien répondre là-dessus, mais moi, ce que je voulais vous dire avant cela, c'est que d'après ce que j'ai pu constater, souvent, au niveau des étudiants corse, il y a 2 trends qui peuvent être contraires. Il y a les étudiants qui veulent partir loin, en clair la Sardaigne, l'Italie c'est trop proche. Ils aimeraient partir vers des destinations qui ne sont pas proposées par le programme Erasmus, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Donc, Et vous avez d'autres étudiants qui aimeraient, je pense au fond d'eux, bénéficier d'une mobilité, mais qui nous demandent est-ce qu'on peut partir en groupe? Est-ce qu'on peut partir à 2? Donc l'envie y est, mais il y a peut-être ce trait culturel corse, ou du moins de la ruralité, qui fait qu'on existe souvent par rapport à la place qu'on a dans sa communauté aussi, et que donc on a ce besoin d'être reconnu par ses pairs, et qu'il est vrai que finalement quand on part à l'étranger, c'est à la fois une construction, mais une reconstruction aussi.
En fait, c'est une introspection personnelle. Et du coup, il y a tout un système de référence à revoir. Et donc, il faut être prêt à ça. Voilà, je ne sais pas si tu... Oui, après, ça dépend aussi de chaque étudiant. L'année dernière, par exemple, il y en a une qui est partie. Elle a eu beaucoup de mal. Et sa mère, à la fin du séjour, elle est venue me voir dire merci parce que c'était un bébé. Maintenant, ça y est, c'est une jeune fille. Donc, malgré tout, elle a eu du mal, mais elle est partie et finalement... Oui, parce que voilà, il y a une importance, pas seulement au niveau du cursus universitaire, mais aussi du développement et de son harmonie personnelle. Voilà. On peut aussi penser de manière très prosaïque en termes de curriculum vitae. Le séjour à l'étranger, c'est une forte plus-value. C'est valorisant. Oui. Oui, d'ailleurs, il y a un aspect que nous allons peut-être approfondir et ce qui me semble important, c'est l'Erasmus stage. Oui, j'allais en parler. Je poser une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes autour de la table qui ont fait des stages et qui peuvent nous en parler vous-même, par exemple? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai fait un stage de 3 mois donc, en Écosse, avec les aides Erasmus, dans une petite entreprise de marketing digital. Et ça s'est très très bien passé, ouais, même dans un sens presque mieux que la mobilité de l'année d'avant où j'étais parti à l'université de Bristol, parce qu'on se retrouve quelque chose d'une taille beaucoup plus humaine et donc on a des contacts plus faciles avec les gens qu'à l'université. Donc somme toute, ouais, un très 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 bon stage pour moi parce que ça m'a permis vraiment d'entrer dans une forme d'immersion que j'avais pas forcément pu avoir à l'université. Vraiment rentrer plus dans la vie des gens, dans leur quotidien et voir un peu plus, entre guillemets, l'envers du décor, pas juste le côté études, université, etc. Mais la préparation du stage, la recherche du stage, les passerelles avec les entreprises justement qui peuvent vous accueillir, comment ça se passe? C'est vous-même qui vous en occupez ou vous êtes également aidé par le service Erasmus+? Je pense que les deux sont faisables. Pour ma part, j'avais cherché de mon côté, mais je sais qu'il y a aussi effectivement des offres de stage. Par rapport à ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on le sait peu, ça. Oui. Alors, voilà, c'est méconnu, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que nos fonds en matière de bourses de mobilité pour l'Erasmus stage sont beaucoup moins importants que pour l'Erasmus études. C'est pour ça que pendant longtemps, nous ne faisions pas de communication massive. Maintenant, les modalités du programme, de gestion financière du programme ayant changé, on a la capacité d'en financer un peu plus, mais nous ne pourrions pas, pour être clair, financer tous les stages de tous les étudiants de toute l'université si demain ils voulaient tous partir à l'international. Non, même si c'était en Europe avec Erasmus. Pour revenir sur la question effectivement des offres de stage. Nous, au niveau du service des relations internationales, nous avons mis en place des classeurs en répertoriant les offres de stage que nous recevons de la part d'organismes fiables, parce que ça, nous travaillons avec Pauline et Marie quand même à la fiabilité des offres que nous proposons aux étudiants. Voilà. Donc, ils sont à disposition des étudiants qui cherchent à l'international. Après, l'autre biais, ce sont bien évidemment les responsables de filière, les coordinateurs pédagogiques Erasmus, qui peuvent avoir des contacts internationaux et qui, du coup, en fonction du lieu du stage, peuvent s'inscrire dans le programme après de bourse Erasmus stage. Voilà. Parce qu'un stage labellisé Erasmus plus stage, c'est dans une entreprise ou dans une institution d'un des 33 pays européens situés en zone éligible. Par contre, un étudiant ne peut pas aller faire un stage, par exemple, au Parlement européen. Ça, c'est pas possible. Il y a quelques organismes comme ça qui ne sont pas éligibles. Mais si vous voulez, là aussi, c'est souple. On n'a pas besoin d'avoir de partenariat Erasmus avec une entreprise ou avec une université pour que les étudiants partent en stage et bénéficient de l'appellation Erasmus plus stage. Alors, au niveau des enseignants et des personnels administratifs, ça reste encore assez limité. On voit les chiffres. C'est un peu normal parce que c'est plus récent. Par rapport à vos expériences, qu'est-ce que vous en retenez particulièrement de ces expériences? Bon, c'était assez court. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté justement? C'est une semaine, oui. En général. Voilà, c'est court. Donc, voilà. On a jusqu'à 2 mois. C'est-à-dire qu'en théorie, nous pourrions jusqu'à 2 mois. Seulement, encore une fois, il y a la théorie et la pratique opérationnelle du programme. C'est-à-dire que chaque année, nous négocions avec l'Agence nationale Erasmus des conventions de financement. Et dans cette convention de financement, nous avons des fonds
pour la mobilité des étudiants et pour la mobilité des enseignants. Pour vous donner une idée, sur certaines conventions, nous avions peut-être 4 mobilités d'enseignement et 2 mobilités de formation finançables. Donc si vous voulez, bon, très clairement, voilà, ça équivaut à 3 semaines. De toute façon, aussi, dans un sens, partir 2 mois de votre service, c'est difficile. Voilà, Oui, on l'a fait. Donc, une semaine, c'est raisonnable. Et qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Ça vous a permis moi, ça m'a permis de connaître d'autres façons de travailler. D'autres façons de travailler. Bon, moi, c'était encore plus particulier, c'est même une façon que je ne connaissais pas, parce qu'il n'est pas encore ouvert. J'ai besoin d'une chose qui est un projet, c'est pour un projet. Donc, c'est vrai que là aussi, ça nous ouvre des opportunités, on ne l'a pas sur place. Là, ça la tient, on va le voir ailleurs. De plus, nous, c'est les langues, donc c'est encore mieux à l'étranger, puisque comme ça, toujours il faut parler une langue étrangère. Et bon, ça touche les centres de langue, donc bien sûr, on voit le fonctionnement des enseignants, des équipes, on voit la cascade des choses, donc c'est très intéressant. De travailler dans un service, c'est ce qui ressort de tous ces témoignages, c'est l'immersion. Et là, vous êtes vraiment confronté au quotidien, au côté pratique, à certaines choses que vous ne pensiez pas sinon, je pense qu'on pourrait en profiter un peu plus quand même. Parce que c'est vraiment. Voilà. C'est vrai que c'est pas très connu, c'est vraiment la chez l'administratif. Je ne sais pas si le personnel se rend bien compte qu'il a cette possibilité. Bon, peut-être, comme le disait, on ne fait pas trop la publicité puisqu'elle n'a pas beaucoup de partir. C'est vraiment les gens qui s'y intéressent, qui ont accès, puisqu'il faut la demande, du coup, c'est facilement accepté. Mais c'est une grande chance de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs et de s'ouvrir un peu, parce que dans un place mener dans son bureau, c'est beaucoup plus difficile d'évoluer que si on vous offre des nouvelles possibilités comme ça, plutôt que d'arriver soi-même par la pensée, faire quelques raccourcis. On dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais maîtres. C'est vrai que quand des enseignants et une structure connaissent la mobilité pour l'avoir vécu, c'est quand même un plus pour les étudiants. Maintenant, moi je sais que personnellement, une fois j'ai répondu, mais je ne suis pas un enseignant, les universités américaines proposent des immersions pour des personnes qui voudraient enseigner par exemple la littérature française. Quand l'enseignant arrive, il ne parle pas l'anglais, mais il parle français tout le temps à ses étudiants. Il ne parle que français. C'est intégré dans le contrat. C'est des possibilités que vous pouvez aller chercher. Évidemment, les universités américaines sont très indépendantes et les unes des autres, bon, elles ont des moyens divers et variés, hein, Stanford ou d'autres universités, et les étudiants, c'est pareil pour la recherche de stage. Maintenant, grâce à Internet, vous pouvez aller voir justement dans des universités et demander des échanges. Moi, je sais que par exemple, en tant que rotarien, je suis un rotarien, on fait des échanges avec la jeunesse, mais principalement au lycée. Donc, il y a des étudiants qui partent une année entière en dehors de leur cursus, c'est-à-dire comme s'ils redoublaient leur classe en France. Et on accueille des étrangers ici, ça leur permet déjà d'avoir une dimension de l'échange. Alors, je ne sais pas si ça peut être un copier-coller. On a fait aussi, comme je vous disais, des bourses qu'on offre à des doctorants qui sont intéressantes. Et c'est bien ces tables rondes parce que ça permet de comprendre des fonctionnements qu'on ne connaissait pas et peut-être de s'inscrire dans des perspectives de mettre en place des échanges et du financement, parce qu'on le voit bien. C'est aussi la création de réseaux. Voilà, et c'est le nerf de la guerre quand même, le financement. La création de réseaux aussi, c'est l'aspect contact. Moi, je me pose une question à Mathieu par rapport à, pour l'instant dans le cadre de l'Erasmus, par rapport à cette délégation des relations internationales, cette direction des relations internationales. Je voulais savoir si voilà, ça avait été une volonté politique de l'université de l'installer et puis de la développer. Voilà, savoir un petit peu. Et aujourd'hui par rapport à
a sa place dans la communauté universitaire, enfin au sein même de l'Université de Corse, savoir un petit peu aujourd'hui quelle était son importance et comment elle était appréciée avec un grand A par le reste des filières et de la communauté. Quels sont les liens qui existent entre cette direction et le reste des universités aujourd'hui? Alors j'ai eu des prédécesseurs, en l'occurrence à équivalence statutaire au moins une, puis des chargés de mission m'ont précédé, ce qui fait que mon poste a connu une certaine vacance, et j'ai pris la mission il y a à peu près un an et demi à peu près, voilà, c'était en mai 2016. Donc l'existence d'un vice-président, hein, c'est officiellement un poste politique, bien que je ne sois pas élu, mais nommé. Je travaille en étroite collaboration avec le service des relations internationales qui traite majoritairement des questions de mobilité. Le service administratif. Administratif et opérationnel, et d'une certaine façon un peu politique aussi, puisque la petite taille du service fait que les forces de proposition sont très proches de moi. Donc il y a une sorte d'interaction permanente. En tant que VP, techniquement, je suis censé avoir une sorte de vision panoptique de ce qui se fait à l'international à l'université. Mais dans les faits, c'est parfois plus compliqué, dans la mesure où la structuration des RI est encore, on dira, perfectible, mais c'est aussi lié au jeune âge de cette université, d'un point de vue, on va dire, conjoncturel, et d'un point de vue structurel, c'est le fait que le collectif, l'élan international, je pense, même à l'échelle de la Corse en général, c'est encore quelque chose à construire. Il y a un besoin, on sent un besoin, une sorte de désir de tisser, de créer des ponts, que ça se manifeste sous l'aspect d'une continuité territoriale avec l'Italie ou l'Espagne ou la Méditerranée, que ça se manifeste sous l'aspect de réseau, comme celui qu'on a créé à l'université, qui s'appelle le RETI, le réseau qui regroupe des universités insulaires dans le monde entier, ou le Conseil Corse-Sable. Après, la réalité de l'international, c'est souvent plus complexe qu'on le croit, a fortiori lorsqu'on est une île. Et cette complexité à l'externe, elle se retrouve parfois aussi à l'interne. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'acteurs impliqués dans l'international à l'université. La question, c'est de savoir comment, du moins, sinon les fédérer, du moins faire qu'ils se connaissent entre eux. Parce qu'il y a la recherche aussi. Il y a effectivement la recherche. Donc les laboratoires ont leur autonomie. Il y a les chaires, il y a la fondation. Tout à fait. Les chaires, fondations, les labos qui ont leur autonomie. De manière générale, c'est vrai qu'on retrouve quand même des grands axes qui sont la Méditerranée, l'insularité et les problématiques liées à l'une et l'autre de ces réalités. Il faudrait, dans un futur plus ou moins proche, que l'on parvienne au moins à tisser des transversalités entre tous ces acteurs pour, de manière très concrète, savoir qui je dirais, peut permettre de renouveler à l'avenir, puisque notre métier, c'est pas d'expliquer le présent, hein, c'est de préparer les gens à l'avenir, nous permettre d'anticiper ces choses-là, savoir qui peut constituer ensuite la relève de la politique internationale de l'université. On a un pas qui a été franchi, notamment avec ESN, qui consolide statutairement le rôle des étudiants dans l'accueil de nos étudiants inter. On aimerait que ça se formalise peut-être à terme, ça prenne la forme de contrat, peut-être. Ça, c'est un premier pas. Ensuite, les acteurs de l'international que l'on peut trouver chez les collègues, eh bien, on voudrait aussi qu'ils acquièrent une forme de reconnaissance. C'est un autre problème, c'est parfois le fait que l'activité internationale n'est pas toujours reconnue dans le cadre, on va dire, dans parfois le dogme de l'université française et du plan de carrière. Donc parfois on peut avoir tendance à solliciter un peu souvent les mêmes personnes ou perdre des occasions. Mais, je le répète, il y a beaucoup de ressources dans cette université pour que nous puissions agir, pas simplement à la hauteur de nos moyens, mais à celle de nos ambitions. Et ceux qui ont, comme vous par exemple, qui sont passés par cette case Erasmus, je dirais,
Est-ce que voilà, vous êtes un petit peu sollicité aussi par ceux qui seraient candidats pour partir? Est-ce que vous avez des liens par rapport à ça? Alors il y a l'association bien entendu, mais est-ce que individuellement aussi il y a des démarches qui se font comme ça tout naturellement? Tout à fait. Alors, comme je suis enseignant, donc que ce soit de droit ou de lettres, effectivement, il y a des étudiants qui souvent, alors que ce soit dans le cadre d'une rencontre, dans le cadre de cours, de TD, ou plus souvent quand on se voit au hasard en ville, ils me posent des questions pour voir un tout petit peu où il y a tel ou tel projet, que c'est intéressant ou pas. Effectivement, systématiquement, ils reviennent me poser des questions et souvent je suis en tout cas pas forcément en mesure à 100% de leur donner l'information administrative, mais ça, ils sont très bien servis avec les services. Et par contre, je peux donner les expériences du vécu, le mien et des amis, ça arrive systématiquement. Et ça m'est arrivé aussi lorsqu'il y avait présentation c'était au lycée Saint-Paul à Ajaccio, j'étais invité pour la journée Portes ouvertes, pour présenter un tout petit peu côté professionnel, mais j'en ai profité pour faire un peu le lobbying pour l'Université de Corse. Et notamment, dans ces cadres-là, les parents, plus que même les enfants, qui posaient des questions sur Erasmus et sur la possibilité de passer un peu de temps à l'étranger. Donc, oui, systématiquement, ça arrive. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a tout à l'heure, quand c'est Marie qui a parlé tout à l'heure, une étudiante qui avait eu des difficultés et qui avait été remerciée par ses parents. Est-ce qu'il y a quand même eu des cas, même rares peut-être, d'étudiants qui ont lâché prise au début ou en cours de cursus à l'étranger? Oui, d'ailleurs. Il y a des situations difficiles à gérer par rapport à ça aussi. Cette année, il y a une étudiante qui nous a contactés pour nous dire que justement ça ne lui correspondait pas trop et qu'elle n'était pas très à l'aise. Après, moi je suis là depuis 2009. Je crois qu'il y en a eu 25. Donc, sur l'ensemble, ça reste marginal. Très peu, mais ça arrive toujours. D'accord. Sinon, peut-être d'autres. Justement, pour rebondir sur la question de la reconnaissance un petit peu oui. de la mobilité Erasmus d'enseignement et de formation. Là, c'était une question un peu. Voilà, un peu transversale, mais pour le coup, qui est intéressante à poser et que nous avons d'ailleurs fait remonter à l'échelle de la gouvernance de l'université et de la direction des ressources humaines. C'est un travail sur lequel nous allons devoir plancher, parce que effectivement cette question de la prise en compte dans la carrière de mobilité d'enseignement et de formation Erasmus, eh bien, serait un plus et un moteur peut-être au développement et à la promotion de ce type de mobilité-là. Parce qu'à l'heure actuelle, peut-être Alessandre va en parler, puisque aussi Fabien a bénéficié de ce genre de choses-là, mais l'agent part dans le cadre de son travail ou d'enseignant ou de personnel administratif. Malgré tout, même s'il y a un apport, c'est quand même un effort qui est fait. Je veux dire, ce sont des personnes qui, à un moment donné, acceptent de se dépasser, d'aller au-delà de leur quotidien pour essayer de trouver une sorte d'enrichissement ailleurs qui pourront être transposés après dans leur travail. Et il est vrai que cette démarche-là n'est pas forcément reconnue en termes de carrière. Voilà. Donc ça fait partie d'un des sujets sur lesquels nous devons, d'ailleurs, c'est inscrit clairement sur notre feuille de route, un des sujets sur lesquels nous devons. C'est pas propre à notre université. Oui, bien sûr, c'est général. C'est lié à la construction d'un horizon international, mais qui passe aussi par une forme de reconnaissance. Il n'y a pas une reconnaissance spécifique. C'est du travail, c'est ça. Après chaque mobilité, c'est pas quel rapport. Ça fait un petit peu partie de nos fonctions tout de même. Je comprends cet effort et cette idée de reconnaissance, mais je pense que ça fait partie de nos fonctions d'essayer de nous remettre en question, de nouer des relations, de faire des échanges de pratiques. Personnellement, je le conçois plus comme, non pas un devoir, mais comme faisant partie de mes fonctions. Quelque chose d'épanouissant. Ah oui, d'épanouissant. Ça susciterait peut-être plus de demandes alors à ce moment-là aussi. Il faut qu'on arrive à être incitatif. C'est un peu à l'image de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les bons côtés de notre petite taille et les avantages de la proximité.
faut qu'on arrive à franchir un cap qui prenne une forme écrite ou statutaire, un cadre auquel on puisse se référer. C'est plus facile ensuite de transmettre le flambeau lorsqu'il existe un cadre, et sans trop, je dirais, transformer les processus en parcours du combattant. Hein, mais ça me paraît important pour la pérennité de l'université et de sa politique internationale qu'à un moment donné, il existe des cadres pour attirer plus facilement les bonnes volontés. Est-ce que réellement, pratiquement, excusez-moi, peut-être que c'est ça aussi dont vous parliez, il est vrai que lorsqu'un enseignant se déplace, même une semaine ou 15 jours, pendant une semaine ou 15 jours, nous ne pouvons pas enseigner et on nous demande de récupérer les cours sur très peu de semaines de cours. C'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est, on va dire, la seule grosse complication, mais qui est réelle et que je conçois, parce qu'on doit tu n'es pas là chez toi le soir, enfin, je veux dire, c'est quand même c'est une implication. Une implication. Hein. Et moi, je suis revenu le matin, je travaille à 8h du matin. Et tu vois, je me suis dit, mais il n'y a rien qui est fait pour. Ça demande plus d'efforts. En retour, c'est vrai que c'est nous qui avons fait la démarche. On voulait, ça nous apporte professionnellement, une ouverture professionnelle. Mais c'est difficile, c'est vrai que je l'ai eu un peu mauvaise quand je suis rentré. En revanche, en me disant que ça m'avait demandé beaucoup et que j'en avais tiré aussi une gratification personnelle et professionnelle aussi, parce que j'ai appris des choses. Mais au-delà de ça, pas de... En revanche, au niveau des étudiants, j'imagine que vous avez chaque fois des retours de ceux qui sont partis et quand ils sont revenus. Alors, globalement, quand même, déjà, c'est pas la même chose. L'étudiant qui part en Erasmus, comme le disait Alessandra tout à l'heure, en fait, il ne va pas bénéficier au bout de sa mobilité d'un double diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Erasmus est un programme d'échange. Pierre Marc-André Apéro, par exemple, pour ne pas le citer, lorsqu'il est parti en Erasmus, il était inscrit à l'université de Corse, il a passé sa durée de mobilité à l'étranger, où il a passé des examens, donc en fonction du plan de cours qui avait été validé ici par son responsable pédagogique, il les a eus, il est revenu ici avec les notes obtenues à l'étranger, il a eu le diplôme de l'université de Corse. Donc là, ça veut dire quoi? Que la mobilité étudiante est pleinement reconnue via le transfert des crédits ECTS, et tout ça, bien évidemment, c'est presque l'aboutissement, si je puis dire, du système européen, de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et du processus de Bologne. Donc les mobilités Erasmus sont pleinement reconnues, du moins pour les étudiants, et pareil pour Erasmus stage, puisque il s'agit là bien sûr de stages, non pas de césure, mais de stages obligatoires dans le cadre de l'obtention du diplôme, qui sont donc validés par le rapport de stage, et qui ensuite sont évalués par des enseignants de l'Université de Corse, et pris complètement en considération dans la délivrance du diplôme aux étudiants. C'est destiné à Sylvia. Il faut avoir le puzzle. Oui. Responsable. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait justement de la taille de l'université. Enfin, c'est quelque chose, ce n'est pas un handicap. Enfin, vous parliez justement de Malte et de Madère qui sont excusez-moi du terme, mais des cailloux, hein, par rapport à la Corse, la Sicile, n'en parlons pas, et qui ont des universités qui sont performantes et dans lesquelles effectivement on peut réaliser de bons cursus. Donc on le voit par rapport aux partenariats que vous avez pu tisser. Justement, pour revenir sur ce que vous dites, je pense même que au niveau de notre association et de relations au sein de l'université, je pense même que c'est une force. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de connaître les différents ESN d'Europe qui ont 500 Erasmus et 20 000, 30 000 étudiants. Notre petite taille est vraiment une force. Le simple fait de pouvoir aller discuter directement avec les personnes du SRI, cette proximité, c'est vraiment quelque chose un plus pour nous par rapport aux autres ESN. Il y a une dimension humaine qui est plus forte, alors que là-bas, effectivement, c'est bien. Voilà, il y a une proximité qui est vraiment un avantage. Au-delà de ça, si je peux, je pense que l'Université de Corse possède une personnalité très forte. Parce qu'il y a des universités où on passe, on a son diplôme et puis on oublie même l'université. Et puis il y a des universités qui marquent la vie, comme Sorbonne, Harvard, etc. C'est des universités qui marquent. Et bien,
figurez-vous, moi j'ai un constat constant que l'Université de Corse marque à vie. Et on s'en souvient, ça ne l'oublie pas, c'est pas une université ni chaud ni froid. Conclusion, c'est toi qui as ouvert. Je suis satisfait qu'on ait abordé un peu les questions entre guillemets qui méritent du développement intérieur, les questions je dirais, de ce qui a trait à nos points perfectibles. C'est vrai qu'on voit que les étudiants incarnent le visage de cette Europe internationale, le visage de l'université qui accueille, notamment avec ESN, qu'ils ont à la fois cette envie de la jeunesse, et ils reçoivent cette reconnaissance. Ça me paraît maintenant fondamental que ces dynamiques elles soient étendues au reste de la communauté universitaire, notamment pour ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau des mobilités des personnels, mais aussi au niveau de l'impact que ça peut avoir sur la société corse et insulaire en général. L'université de Corse, elle a un rôle territorial vraiment très, très, très important. Ça se manifeste dans beaucoup d'aspects économiques, techniques et de vie professionnelle. Mais l'aspect international, je pense que je le verrais comme un enjeu peut-être de la prochaine génération. Aider la Corse à vraiment entrer dans cette dimension-là. Alors au-delà des proximités, des affinités avec les Latins, nos voisins insulaires, tout à l'heure, il y a notre ami qui n'est pas là, mais qui est notre lecteur d'italien qui est sicilien, me parlait en sicilien, et je lui parlais encore s'il y avait cette intercompréhension. Ça se fait naturellement. Mais il faudrait reproduire le même schéma, je dirais, d'interconnexion à un niveau à la fois institutionnel, mais dans un cadre que l'on puisse servir de processus de transmission. Que ce qui est fait puisse être légué à nos successeurs. Encore une fois, l'université doit préparer l'avenir. Ces initiatives-là n'arrivent pas si fréquemment, je pense. Pour 30 ans, évidemment, c'est une fois, mais le regroupement de personnes qui ont vécu l'international, c'est pas très fréquent dans notre université. J'aimerais beaucoup que ça se reproduise de manière informelle ou festive. Alors c'est sûr que les gens qui sont là maintenant sont identifiés, ils sont marqués. On se souviendra de vous, hein. De manière un petit peu plus large et plus sérieuse. On sera amené à se revoir. On sollicitera évidemment librement les personnes qui ont envie de faire des choses, mais je pense qu'on a montré aujourd'hui qu'on pouvait s'asseoir littéralement autour d'une table et dire l'international à l'université, ce sont les chiffres et les résultats, mais c'est aussi une dynamique collective qui s'appuie au départ sur un petit groupe, hein, les happy few, mais qui seront certainement de plus en plus nombreux, et je pense que nous n'aurons pas le choix de toute façon. Donc encore une fois, merci à tous. Merci à la presse, à Thierry, à Pierre-Paul, aux étudiants, au service, aux collègues, Donc les gens ont terminé le pub. Là pour le week-end.